Voilà, je redis donc hello à tous. Voilà, donc pour comment dire pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Véronique Hubert, je suis la présidente du club Alliance des Amis du Pomsky, donc cofondé avec mon amie Gisèle Barrault, donc avec qui je me suis réunie parce que nous avons vraiment les mêmes conditions. Pour ce petit chien, pour le mener là où il doit aller, c'est-à-dire être un chien reconnu comme race officielle au niveau de la FCI, de la Fédération Cynologique Internationale, comme il le mérite, vraiment. Puisque c'est un chien voilà, qui plaît énormément à beaucoup de ceux qui en ont. euh, que ce soit des particuliers, que ce soit des éleveurs. Donc, nous en sommes ravis et c'est, voilà, tous les jours, on a des retours de personnes, de propriétaires, encore une fois, qu'ils soient éleveurs ou simples particuliers, de leur quotidien avec ce chien et c'est absolument extraordinaire d'entendre, de lire, hein, d'écouter, de voir donc ce qu'ils font avec leur chien et voilà. Donc, on est absolument ravis. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous parler donc de l'élevage du pomsky puisque c'est au sein de notre club et au sein d'ailleurs d'autres entités, c'est la pierre angulaire de la promotion et du développement de ce chien. Donc évidemment, comme je le dis souvent, on ne peut pas avoir comment dire, de développement d'une race ou d'un type quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit si on n'a pas de reproduction, hein, ça paraît évident. Donc, évidemment, donc notre club en particulier est surtout dédié à la sélection hein, du pomsky et non pas à sa seule production. C'est pour ça que avec mon amie Gisèle, nous allons reprendre des actions que moi j'avais menées dans une autre entité, donc c'est-à-dire faire en sorte que toutes les personnes se sentent impliquées, hein, non seulement donc les particuliers mais les éleveurs, donc tous ensemble, parce que c'est pas les éleveurs d'un côté, les particuliers deux autres, on a besoin absolument de tout le monde. En tout cas, ce chien a besoin de tout le monde, et surtout quelque chose d'essentiel quand même. Il y a très peu d'éleveurs par rapport au nombre impressionnant, donc deux propriétaires, hein, et vaut mieux ça que le contraire, mais dans l'absolu, c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, évidemment, un éleveur vendra 98 ou placera, peu importe, hein, 98 à 100% de ses chiots à des particuliers, hein, donc à des personnes qui ne feront pas de reproduction, mais qui montreront le chien qu'ils ont acheté, qu'ils ont acquis chez eux et surtout pourront le faire connaître hein, autour d'eux, que ce soit sur le plan physique ou le plan caractériel. Donc là, aujourd'hui, comment dire, dans nos prochaines actions, nous allons surtout reprendre des choses qui font partie de la sélection telle que je la connais, puisque moi-même ayant été éleveur de berger Shetland, donc qui est un croisé de Spitz, hein, lui aussi, hein, faut pas oublier, c'est pour ça que je me reconnais tellement dans ce chien, dans le Pomsky, c'est parce que je y retrouve beaucoup des choses que je connais donc chez le Shetland. Donc, eh bien, dans le domaine de la section que j'ai toujours connu, eh bien, pour moi, un club doit faire des actions. Et à partir de ce moment-là, eh bien, avec Gisèle, nous allons œuvrer pour faire donc, un parcours de juge, parce qu'évidemment, les expositions ne sont rien sans un juge. Et pour le moment, ben, il n'y a que moi. Voilà. Donc, voilà, je fais d'ailleurs un appel à candidature par la même occasion pour tous ceux et celles qui veulent faire notre parcours de juge et devenir juge de Pomsky, pour notre club, bien sûr, hein, voilà. Donc, le parcours de juge, le test de comportement qui est important, puisqu'un Pomsky, ce n'est pas juste un bibelot qu'on pose sur un meuble ou sur un canapé, hein, c'est un chien avec quatre pattes, deux oreilles et un gros cœur, hein, un cœur gros comme ça, hein, voilà. Donc, un test de comportement pour voir justement son côté sociable, social surtout, hein, et surtout voir un petit peu toutes les activités qu'il peut faire et on en découvre là. C'est très important parce qu'on a beaucoup de surprises et des bonnes. Voilà. Ensuite, évidemment, une charte d'élevage, c'est important que les éleveurs puissent avoir non pas des directives hein, dans le sens où c'est comme ça et pas autrement, mais en tout cas des conseils, des recommandations, on va dire des pistes à suivre et pourquoi pas bah, des idées justement qui puissent nous faire remonter
et qu'on sera heureux d'écouter, bien sûr. Voilà. Une charte de club aussi, c'est important. Des challenges, voilà, parce que évidemment, ce qui est bien, c'est que tout le monde participe à l'élaboration de donc de ce comment dire de cette promotion du Pomsky. Et évidemment, pour qu'on puisse voir ce qu'il se passe, il faut qu'on puisse mettre en compétition. Hein, en compétition est un gros mot, hein, bien sûr, mais surtout que des personnes aussi diverses et variées, avec des chiens aussi divers et variés, puissent, comment dire, puissent se mettre en concurrence d'une certaine façon, mettre en concurrence leurs chiens, pas évidemment dans une bataille rangée, hein, évidemment, mais surtout pour montrer la valeur hein, de chacun, c'est important. Nous allons aussi faire des suivis hein, de tests de santé, des suivis aussi de sport, d'activité. Hein, je viens d'en parler par rapport au comportement. Ça va être très intéressant de suivre un petit peu qui fait quoi dans son petit coin et justement peut-être faire en sorte que les gens se manifestent et montrent ce qu'ils font avec leurs chiens et le faire connaître justement auprès de ceux qui justement en pensent du mal malheureusement alors que c'est vraiment un super chien. Le suivi des tests de santé, pourquoi? Ben, parce que voilà, n'oubliez pas que le Pomsky est un chien qui est issu à la base d'un croisement de Spitz et de Husky et donc finalement de Spitz nain bien sûr et de ski et finalement bien deux races assez différentes sur le plan morphologique, en tout cas au niveau de taille surtout, des différences sur le plan caractériel, mais aussi qui amènent malheureusement chacune des maladies, on va dire ça comme ça, héréditaires ou des anomalies héréditaires, donc qui sont là, on va pas les éclipser, pouf, juste parce il y a eu un croisement, et sans compter d'autres races qui ont été introduites dans le Pomsky et dont on a découvert la présence au fil du temps en voyant des pédigrés, en étudiant des tests en barque hein, aussi. Donc on a découvert bah, du Lapin-Goïra, du Malamute, du Samoyède, du Shetland même, hein, voilà, entre autres. Hein. Et forcément, toutes ces races-là amènent leurs propres anomalies héréditaires. Hein. Donc forcément, au bout de quelques années, elles finiront, donc elles commencent déjà, mais elles finiront surtout par apparaître. Et donc il va falloir bien sûr faire en sorte de les étudier et d'en étudier surtout la gravité ou pas, voilà, et de faire en sorte de les éradiquer ou en tout cas de faire en sorte que leur impact soit le moins important possible sur le pomsky. Alors déjà, comment dire, l'élevage, hein, c'est quoi? C'est sur le plan légal, tout d'abord, c'est le seul fait d'avoir une femelle et que cette femelle est une portée. Hein. Donc quand j'entends souvent des gens me dire, ah mais moi, j'ai pas, je ne suis pas éleveur, j'ai fait une portée comme ça. Oui, oui, si, si. Hein, sur le plan administratif, sur le plan légal, vous avez une portée, vous êtes éleveur. Donc que vous soyez, que vous en fassiez une tous les 15 ans ou une tous les 3 jours, peu importe, vous êtes éleveur, au sens légal du terme. Ensuite, ne pas oublier que le Pomsky n'étant pas reconnu officiellement, ce n'est pas un chien de race sur le plan légal du terme, hein, évidemment, tel qu'on le conçoit. C'est un chien de type ou d'apparence. Donc, évidemment, il faut faire attention à ce qu'on écrit, donc soit sur des annonces, soit sur des posts sur les réseaux sociaux, soit, et encore à plus forte raison, dans les actes de cession, hein, que ce soit des dons ou des ventes. Le Pomsky n'est pas un chien de race. En tout cas, aujourd'hui, hein, sur le plan légal du terme. Ensuite, une femelle ne fait pas tout. Hein. Acheter une femelle ou acquérir une femelle ne fait pas tout. C'est important de pouvoir comprendre qu'on ne peut pas se dire que on va comment dire avoir une femelle et puis qu'on va faire des bébés et que tout va bien se passer. Donc je vais vous partager mon écran pour justement qu'on puisse suivre un petit peu euh, les thèmes qu'on va aborder donc aujourd'hui. Et bah, évidemment, vous êtes invité à poser des questions, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Voilà, alors attendez, je vous partage donc mon écran. Hop. Donc normalement, vous voyez ce que je vois. Voilà. Donc voilà. Donc comment dire, élever donc du Pomsky, c'est d'abord se poser les bonnes questions. On va les aborder chacun l'un l'autre, mais enfin chacune l'une l'autre, mais en toute état de cause, voici les thèmes que vous allez pouvoir aborder quand vous voudrez démarrer un élevage, si c'est votre désir profond. Et si vous avez déjà commencé, ben, peut-être que vous avez des questions que vous ne vous êtes pas posées et que vous allez justement auxquelles vous allez pouvoir réfléchir. Voilà. Alors déjà,
il faut se poser la question de savoir pourquoi on décide de créer un élevage, déjà. C'est important parce que finalement, on ne se lève pas un beau matin en se disant, ben voilà, on va avoir une femelle, on va faire des bébés, et puis on va attendre tranquillement que ça pousse, et ensuite les vendre. Non, il faut se poser vraiment cette question-là, puisque décider de créer un élevage amène des contraintes, qu'elles soient émotionnelles, et on en verra ça tout à l'heure, qu'elle soit administrative, qu'elle soit, comment dire, qu'elle soit juridique, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit autre, hein, voilà. Donc il faut aussi donc y penser. Ensuite, évidemment, il faut connaître le pomsky. Le connaître non pas dans le côté chien, puisque un chien, voilà, ça reste un chien, bien sûr, mais en tant que chien pomsky, en tant que tel, avec son caractère, avec pourquoi pas, sa taille, ses différentes variétés, puisque n'oubliez pas que c'est un chien qui peut avoir aujourd'hui en tout cas, dans ce qu'on peut rencontrer, trois variétés. Donc le toy, le mini et le standard. Il y a aussi trois différences de poils encore aujourd'hui, donc le woolly, le polaire et le fluffy, hein, voilà. Donc déjà, vous demandez, est-ce que vous connaissez bien le pomsky dans ce qu'il est sur le plan de l'apparence, dans ce qu'il est sur le plan du caractère? Est-ce que ça va être un chien qui, pour vous, est vraiment l'idéal de ce que vous voulez donc au sein de votre famille, puisque avant d'être un chien d'élevage, eh bien, le pomsky va être votre ou vos compagnons, hein, de tous les jours. Donc, est-ce que vous allez, du fait de ce croisement entre le spitnal et le husky, les chiens que vous allez acquérir, que ce soit des mâles ou des femelles, vers quelle tendance ils vont aller, que ce soit côté husky ou côté spitznin, justement? Est-ce que ça va être un mitigé entre les deux? Est-ce que vous allez avoir peut-être comment dire, des côtés, hein, d'autres races, hein, qui vont apparaître peut-être au niveau caractériel. Donc voilà, donc il faut d'abord connaître le pomsky. Donc renseignez-vous bien sûr auprès de notre club, puisque nous vous donnerons beaucoup d'informations, hein, à ce sujet. Renseignez-vous aussi évidemment auprès des éleveurs qui sont déjà établis depuis quelques années et qui commencent à connaître un petit peu comment il se développe, hein, donc ils pourront vous donner des informations sur son caractère chiot, sur son caractère jeune, sur son caractère adulte et pourquoi pas caractère nettement plus âgé, sur le caractère du mâle, sur le caractère de la femelle, surtout la femelle, si elle est quand elle est en chaleur, quand elle ne l'est pas, quand elle est pleine, donc quand elle est gestante, quand elle ne l'est pas, hein, voilà. Donc il y a beaucoup de facettes, hein, à connaître du pomsky en tant que chien et en tant que chien d'élevage. D'accord? Voilà. Ensuite, on a, et bien sûr, le côté génétique. On ne se lance pas dans l'élevage sans connaître le b.a.-ba de la génétique. C'est évident, puisque le pomsky, comme n'importe quel chien, il obéit aux lois de l'hérédité, hein, donc avec tout ce qui comporte les chromosomes, les allèles, les gènes, évidemment, mais aussi eh bien, tout ce qui est récessif, tout ce qui est dominant, ça veut dire tout ce qui va apparaître physiquement parlant, tout ce qui va apparaître au contraire peut-être plusieurs générations après, puisque on aura des caractéristiques qui se seront transmises, hein, au fur et à mesure des générations, et puis tout d'un coup, pouf, elles vont apparaître parce que l'accouplement va matcher, hein, comme on dit. Vous aurez peut-être aussi envie de savoir ben, quelle couleur, hein, vous pourrez obtenir issu d'un certain accouplement, quel type de poil aussi, hein, voilà, quelle taille et quel poids éventuellement, hein, en tout cas de façon générale, parce qu'il est hors de question de dire, bah tiens, j'ai mis un chien de 32 centimètres avec une femelle 32 centimètres avec un mâle de 35, il y en a un qui fait 4-5 kilos, l'autre qui en fait 7, bon, bah forcément, j'aurai des chiots qui en feront 6 kilos, et puis qui feront forcément 33-34 centimètres. Non, la génétique, elle ne fonctionne pas comme ça. Et idem pour les couleurs, mais aussi pour les maladies, hein. Bien sûr. Donc, vous avez par bonheur donc pas mal de tests génétiques qui sont propres au POMSKI et pour lesquels vous pourrez obtenir des résultats qui vous aideront bien sûr à savoir qu'est-ce que vous pourrez obtenir, voilà, de façon probable,
hein, au niveau donc des résultats. Est-ce que vous obtiendrez des chiots qui vont être atteints d'une certaine maladie? Est-ce que pour la même maladie, est-ce que vous aurez des chiots qui seront seulement porteurs? Est-ce que vous aurez des chiots qui ne seront ni porteurs ni atteints? Voilà, tout ça, avec un peu de chance, avec des tests génétiques, vous pourrez être guidé, hein, voilà. Mais sachez qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas testables, hein. Donc, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan des maladies, que ce soit sur le plan du caractère. Donc, évidemment, et surtout sur un chien comme ça qui est jeune, hein, puisqu'on est à peu près sur 20 ans d'existence, hein, il est évident que vous n'aurez, enfin, il y a assez peu de recul. Quand vous avez des chiens qui existent depuis 400, 500 ans, 1000 ans, hein, forcément, il est bien évident que avec 20 ans, voilà, le Pomsky paraît tellement jeune, hein, voilà. Donc forcément, il va y avoir des découvertes sur, sur le plan génétique, je vous dis, bah, des choses que vous allez voir apparaître dans vos portées et qui ne sont pas forcément connues, hein. Donc ça peut être des bonnes, en tout cas on espère, des bonnes surprises, mais ça peut être aussi des moins bonnes. Voilà. Donc, à surveiller. Ensuite, évidemment, on ne crée pas un élevage sans connaître les installations sanitaires obligatoires qui sont nécessaires justement pour élever du chien, qu'il soit de race ou pas. D'autant plus que du fait comment dire, du fait que le Pomsky n'est pas de race, eh bien, il y a forcément une création d'entreprise et donc forcément comment dire, comment dire, une obligation d'installation beaucoup plus, on va dire, serrée que pour les éleveurs dérogataires qui pourraient exister sur d'autres races qui sont reconnues. Attendez, bougez pas. Voilà, je suis reviendue. Donc ça, c'est extrêmement important à connaître. Il y a des obligations, que ce soit sur le plan des pièces obligatoires à détenir, que ce soit des distances à respecter avec les voisins, que ce soit avec des soins à apporter, que ce soit... Voilà, c'est surtout ça. Donc ce qu'on appelle les conditions de détention des chiens. Qui respectent ce qu'on appelle un arrêté 2014, donc c'est les conditions de détention, conditions sanitaires, hein, des carnivores domestiques et des animaux de compagnie. Donc tout évidemment n'est pas ciblé sur chaque espèce. Enfin, toutes les espèces plutôt ne sont pas à la même enseigne, hein, on va dire ça comme ça. Donc bien surveiller effectivement que vous respectez ces règles-là. Voilà. Ensuite, évidemment, il faut avoir les compétences nécessaires. On ne se lève pas un beau matin en se disant, ah bah tiens, je vais élever, je vais avoir une portée sans savoir si on est capable de le faire, si on a les connaissances suffisantes. Le premier, comment dire, pas diplôme, mais je dirais la première chose à obtenir déjà, c'est l'ACACED, hein, c'est l'attestation de connaissances, qui est impérative et qui vous donnera déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur tout ce qui est logement, donc on vient d'en parler, donc les installations, le transport aussi, la sélection, la reproduction, l'alimentation, le droit, donc la législation, voilà. Donc ça, ce sont tout, bon, il y en a d'autres que j'ai peut-être oubliés, mais en tout état de cause, hein, vous aurez des éléments très importants en passant la cassette qui vous permettront en tout cas de bien démarrer. Voilà, en tout cas au niveau de votre élevage. Maintenant, vous pouvez très bien, bien sûr, avoir des formations complémentaires, hein. Vous pouvez très bien décider de vous former sur l'élevage en tant que tel, donc sur le plan pratico-pratique, hein, de l'élevage. Vous pouvez très bien approfondir certains sujets au niveau juridique aussi, hein, puisque bien sûr la vente ou la cession de chiens, c'est pas juste de les vendre et puis ensuite de dire bah tout va bien, hein, voilà. Donc on en parlera un petit peu plus tard. Mais en tout état de cause, voilà, il y a du juridique. Il peut y avoir aussi sur le plan fiscal, puisque encore une fois, vous serez obligé de créer une entreprise pour avoir dès votre première portée, hein, puisque c'est la loi. Et donc, ça veut dire avoir un numéro de SIRET, hein, que vous obtiendrez auprès de l'INPI, INPI, hein, donc en remplissant un formulaire en ligne. Voilà. Après avoir créé votre identité numérique, si ce n'est pas le cas.
Voilà. En tout état de cause, tout ça est obligatoire et à partir de là, ben, vous allez devoir réfléchir au régime fiscal que vous allez choisir. Est-ce que ça va être du micro? Est-ce que ça va être du réel simplifié? Est-ce que vous allez avoir la TVA ou pas à prendre? Est-ce que vous avez, ben, par exemple, votre situation? Est-ce que vous avez des allocations? Est-ce que vous êtes salarié à côté ou pas? Est-ce que vous avez des obligations? Est-ce que vous êtes imposable aussi, par exemple? Donc tout ça, qu'est-ce que ça va changer pour vous le jour où vous avez une entreprise donc dédiée à l'élevage de pommes-ski? Ensuite, il peut y avoir vraiment d'autres formations qui peuvent être complémentaires et très intéressantes sur tout ce qui est à côté. Par exemple, sur la nutrition, sur le toilettage du pomsky, parce que c'est quand même un chien qui a du poil. Voilà, même les polaires, c'est pas non plus des poils rares. Voilà, donc peut-être que vous aurez envie d'en savoir plus sur le pomsky au niveau du toilettage, de l'entretien, voilà. Peut-être au niveau de l'éducation, bien sûr, il n'y a rien qui vous empêche d'approfondir le sujet sur le plan éducatif. Il peut y avoir aussi tout ce qui est, on va dire, voilà, de tout ce qui va concerner les soins en général. Pourquoi pas creuser un petit peu le côté homéopathique, naturopathie, etc. Voilà, tout ce qui est un petit peu naturel, médecine douce, voilà, j'aurais peut-être envie de vous lancer là-dedans pour justement mieux comprendre votre POMSKI, non seulement sur le plan caractériel, donc rien à voir avec la naturopathie, mais sur le plan justement du soin, de tout ce que vous pourrez lui apporter au quotidien pour qu'il soit toujours bien, toujours mieux même avec vous et pour qu'il soit heureux de vivre et en bonne santé. Voilà. Voilà, donc en fait, voilà, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que la cassette à avoir, vous pourrez très très bien vous former sur d'autres choses. Ensuite, évidemment, on ne crée pas un élevage, et surtout un élevage, un petit élevage, en se disant qu'on va gagner de l'argent. N'oubliez pas que créer un élevage, ça coûte cher. hein. C'est pas juste de prendre un mâle et une femelle, de les allier ensemble et de se dire bah oui bah il y a tant de chiots, ça va faire tant de pépettes quoi. Voilà. Non non, il y a des frais. Bah déjà, faut acheter au moins une femelle reproductrice, évidemment. Si vous avez pas le mâle, bah, il va falloir quand même aller utiliser le mâle de quelqu'un d'autre, il ne sera pas forcément à côté. Ça veut dire donc payer une saillie donc, à l'extérieur, comme on dit, donc auprès d'un autre propriétaire. Ça veut dire aussi faire un suivi vétérinaire, ce qu'on appelle un suivi de progestérone pour savoir si la chienne, à un moment donné, va être bien prête à être saillie. Ensuite, peut-être faire des kilomètres, donc pour aller voir ce fameux mâle, pour donc l'essence, le péage, pourquoi pas de l'hébergement, on n'en sait rien. Comment dire, si le mâle ne veut pas saillir pour une raison ou pour une autre, trouver un vétérinaire pour faire une insémination. Évidemment, voilà, donc tout ça, faut le prévoir. Ça coûte de l'argent. Si vous décidez d'acheter votre propre mâle, ça coûte forcément de l'argent aussi. Et encore en plus, on se dit toujours, bah oui, avoir un couple à la maison, c'est bien, mais c'est pas parce que vous avez les deux à la maison que ça marche. Voilà. Donc, quand je parle d'insémination, même si le chien est à la maison, il se peut donc qu'il y ait besoin de faire une insémination. Ensuite, évidemment, il faut nourrir donc la femelle en conséquence, voilà. Sans compter peut-être vos autres chiens, donc ça coûte de l'argent aussi. Pourquoi pas donc ensuite en espérant que tout se passe bien, avoir la portée. Si ça ne se passe pas bien, soit il n'y a pas de chiot, ça peut être ça. Donc ça veut dire tous ces frais engendrés, pas pour rien, mais en tout cas anticipés et donc peut-être à reporter une prochaine fois, ça peut être ça. Mais aussi, s'il y a besoin d'une césarienne, allez hop, souvent c'est en catastrophe, donc hop, veto. N'oubliez pas qu'une césarienne, et surtout en urgence, et pour peu que ça se passe et la nuit et le week-end, ça peut aller de 500 à 1 800 euros. D'accord? Voilà. Moi, j'ai encore entendu l'autre jour, même une césarienne à 2 500 balles, quoi. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc, voilà. On ne sait pas ce qui peut se passer. Bon, on admet que tout se passe bien, que la porte est née, que vous avez entre 3 et 5 6 chiots, allez, voilà. Bon, allez, il faut nourrir la mère en conséquence, donc c'est encore de l'argent, voilà, de la nourriture supplémentaire. Il faut ensuite, quand les chiots, ils ont commencé à avoir 15 jours, 3 semaines, allez hop, il faut commencer à les sevrer, c'est à peu près le moment où ils ouvrent les yeux.
il faut commencer à les sevrer, donc la nourriture, donc voilà, allez, nourriture supplémentaire. Et puis donc ensuite les laisser grandir, donc nourriture supplémentaire aussi, mais aussi peut-être des frais dans tout ce qui est vermifuge, dans tout ce qui est autre, hein, voilà, soins que vous voudrez apporter en plus. Et puis arriver à un certain moment, eh bien, il va falloir penser peut-être à leur prééducation, donc chez vous, ça veut dire pourquoi pas commencer à les éduquer un petit peu, le collier, la laisse, marcher un petit peu au pied, aller voir ce qui se passe un peu dehors, voilà, les bruits, etc. Donc voilà, tout ça, hein, ça peut être du matériel à acheter en plus. Peut-être, pourquoi pas, acheter des petits obstacles, donc d'agility pour les mettre chez vous, hein, pour évidemment très bas, hein, on est sur des chiots, hein, d'accord? Attention à ne pas leur faire des exercices en hauteur, hein, c'est beaucoup trop jeune, mais en tout cas des petites choses qui peuvent les éclater, hein, voilà, les amuser. Voilà, ça coûte aussi de l'argent. Et puis ensuite, évidemment, arrive le moment de les céder, hein, mais avant tout ça, bien sûr, il faut les pucer, il faut les vacciner, tous ces bébés, hein, voilà, les vermifugés, évidemment, tout ça, et sans compter, hein, on l'a oublié, bah, le vermifuge de la mer, hein, bien sûr, pendant ce temps-là, bien sûr, voilà, déjà le passage chez le vétérinaire, on peut aller allez, une moyenne, hein, entre 70 et 150 euros par tête, hein, par chiot, évidemment, si vous en avez 5 ou 6, hein, vous voyez, voilà, déjà le budget. Si vous n'avez pas fait réserver vos chiots parce que vous n'avez pas mis d'annonce, parce que bah, personne n'a voulu réserver vos chiots avant, bah, ils arrivent à 2 mois et vous avez tout encore à sortir de votre poche, hein, voilà. Et puis vous avez aussi la possibilité comment dire, de les garder, parce que justement, ils sont pas encore vendus, hein. Vous avez aussi des gens qui vont essayer de payer en plusieurs fois. Vous avez, voilà, donc tout un tas de choses qui vont faire que vous allez avoir besoin de trésorerie, hein. Donc, on ne démarre pas en se disant qu'on va faire des chiots et que ça va boucher les trous du foyer. Ça ne marche pas, ok? Voilà. Parce qu'il y a trop d'aléas, hein. Alors, attention, hein, ça se passe bien dans les 3 quarts du temps, mais il faut penser à tout ça, hein. Beaucoup de choses peuvent arriver et qui soit vous empêchent d'avoir la trésor que vous attendiez, soit quelque chose qui vous en coûte, hein, de la trésor et donc finalement qui grève votre budget. Donc pensez à ça, parce que ça c'est important, sans compter bah, évidemment des choses qui peuvent revenir. Voilà, les chiots que vous avez vendus, que vous êtes obligé de rembourser pour X raison, ou une partie à rembourser pour X raison. Des chiots qui partent beaucoup plus tard, peut-être 3 mois, 3 mois et demi, bah parce que voilà, ils sont là, ils n'arrivent pas, vous n'arrivez pas à les vendre pour X raison, voilà, donc ça coûte de l'argent. Faut continuer à les vacciner, hein, donc faire les rappels de vaccins, continuer à les nourrir, continuer à les éduquer, etc. Voilà, pourquoi pas, bah justement, bah, à un moment donné peut-être baisser le prix, même si je suis pas d'accord, mais ça c'est une autre discussion. Voilà, tout ça a un coût, hein, voilà. Sans compter peut-être ceux ou celui ou celle que vous allez garder et qui va faire en sorte que vous pourrez, enfin, vous allez encore avoir des frais, hein, bien sûr. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est sans compter tout ce que vous pourrez faire à côté avec vos chiens, donc c'est-à-dire de l'éducation, des expositions, des tests de santé. Et autres, voilà, tout ça a un coût qui est réel, quoi. C'est pas juste de dire, ah oui, mais de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça fait partie vraiment du budget à prévoir pour une portée. OK? Et puis, ben évidemment, si la portée ne naît pas, vous avez, pour peu que vous ayez une césarienne à ce moment-là et que les chiots meurent, hein, parce que ça aussi, il faut le prévoir. Des chiots qui peuvent naître, la chienne, elle est pleine, tout va bien, et puis ben, césarienne, les chiots qui meurent, ou une grosse partie, ou même la mère qui meurt, hein, n'oubliez pas, c'est un risque à courir. Voilà. Donc tout ça est à prévoir. Donc n'hésitez pas à discuter à des éleveurs qui ont déjà eu des portées, qui peuvent vous expliquer tout ça, qui n'auront pas forcément le désir de vous décourager, hein. Je vous dis pas ça pour vous décourager, mais simplement pour que vous prévoyez justement ce qui peut se passer, le matériel à prévoir, etc. Voilà, tout, il faut être prévoyant, voilà, en élevage et en particulier en élevage du pomsky. Voilà. Donc, prévoir aussi le budget, hein. Voilà. Ensuite, évidemment, on en a parlé un petit peu, c'est la législation liée à l'élevage de chiens. Je vais parler donc du SIRET, hein, du fait que vous devrez monter forcément une entreprise. Donc, si vous voulez avoir votre première portée de Pomsky, puisque c'est obligatoire, hein, le Pomsky étant sans l'offre, légalement parlant, vous ne pouvez pas avoir une portée sans rien. Donc, vous êtes obligé d'avoir un numéro de SIRET, donc un numéro d'immatriculation. Ensuite, évidemment, on parlait de la cassette tout à l'heure. Il y a aussi le fait que vous devrez avoir certains documents
quand vous vendrez ou même céderez, hein, même si vous les donniez, ce serait pareil, d'accord? Vous seriez obligé de donner certains documents pour vos chiots, hein, pour la vente ou la cession de vos chiots. Bougez pas. Oula, excusez-moi. Je vais voir des personnes qui sont peut-être en attente. Tac, 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 je regarde. Ok, d'accord. Pas de souci. Voilà, s'il y a quelque chose d'urgent, je regarde. Donc en fait, voilà. Donc il y a quand même une législation. Donc dans la cession donc d'un chien, Pomsky, que ce soit une vente ou un don, il y a une réglementation à suivre. Quand je vois, par exemple, l'autre jour, il y avait une personne qui me disait qu'elle avait acheté un chiot Pomsky 1000 euros en espèces et sans rien. Sans carte d'identification, sans certificat d'engagement, sans certificat vétérinaire de bonne santé, sans acte de cession, sans rien, sans rien. Tout ça, c'est obligatoire. Tout ça, c'est obligatoire. Et en plus en espèces, donc évidemment, pas de déclaration ni aux impôts, ni MSA, ni quoi que ce soit. Oui, la législation liée à l'élevage, évidemment, bien si vous faites à partir de 2 portées, ben, vous serez obligé de vous déclarer aussi et de vous affilier à la MSA, donc la Mutualité sociale agricole. C'est obligatoire, ça aussi, donc qui vous permet en fait enfin qui vous permet surtout qui vous oblige à cotiser hein, auprès de la MSA. Voilà, ça aussi c'est obligatoire. Hein, vous voyez, voilà. Donc il y a pas mal de choses à connaître. Donc n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions et à poser les questions à ceux qui savent hein, à ce sujet tout au long de votre parcours, que ce soit évidemment quand vous allez démarrer, quand vous allez avoir la portée, quand vous allez vendre la portée ou même la céder. Il y a des obligations à tous les niveaux, qu'elles soient administratives juridique, fiscal ou sanitaire. Vraiment, c'est extrêmement important à connaître. Ok. Ensuite, évidemment, eh bien, quand on a des chiots, c'est pas le tout, hein, c'est de trouver des bonnes familles. Hein. On se dit, c'est pas le tout de se dire, ben voilà, je vais avoir tant de chiots, ah ouais, mais c'est sympa, je vais pouvoir les vendre, etc. Je pense que n'importe quel éleveur, sauf si c'est un marchand, bien sûr, je crois que sa plus grande hantise après après la hantise de perdre la mère, on va dire ça comme ça, soit à la mise bas, soit quelques jours après, ou même quelques semaines hein, après. Je crois que la deuxième plus grande hantise, c'est de mal choisir des familles et donc de ne pas trouver comment dire, celle qui convient non seulement à votre bébé, hein, qui est né chez vous, mais surtout à ce que vous représentez comme étant la bonne famille. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. En tout cas, il y a beaucoup de feeling aussi. Hein, voilà. S'il y a un conseil que je vous donnerais, c'est comment dire, d'écouter votre petite voix. Vraiment, vraiment, vraiment sur ce coup-là. Écoutez-vous. Si vous avez une mauvaise impression, même si vous ne savez pas pourquoi, ben, tant pis, voilà. Ne cédez pas. Dites-vous bien que dans 99% des cas, vous aurez raison. D'accord? Et ça vous évitera de faire une bêtise. Vraiment. On est tous pareils, hein, et quel que soit le sujet d'ailleurs, ça peut être l'élevage, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, de se dire, ah ben voilà, moi je savais que j'aurais pas dû lui vendre, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, ma petite voix me disait bien, bah écoutez-la, hein, voilà. Même si, ben voilà, c'est quelqu'un qui vient, qui met l'argent sur la table, qui est à côté de chez vous, qui vous promet monts et merveilles. Vous avez quelque chose de la sixième sens qui se réveille. Écoutez-le, quoi. D'accord? Vraiment, écoutez-le. Ça peut avoir enfin, le fait de ne pas l'écouter, ça peut avoir des conséquences très importantes. D'accord? Alors après, si je vous dirais, pour trouver les bonnes familles, je vous dirais qu'à la limite, bon non seulement faire confiance à votre instinct, mais aussi penser à poser les bonnes questions. Hein. N'ayez pas peur de faire de l'inquisition, de faire de l'ingérence dans la vie des gens. D'accord? N'oubliez pas que vous vendez ou vous cédez un être vivant. Quand même, et non plus qui est né chez vous, que vous avez vu, qui était gros comme ça, d'accord, que vous avez vu pousser, grandir, ouvrir les yeux, hein, faire leur premier pas, voilà, faire leur premier jeu, leurs premières interactions avec vous. Enfin voilà quoi, c'est pas juste, vous vendez pas une casserole quoi, ok? Bon, donc faites attention à poser les bonnes questions. Tant pis, bah, si ça froisse la personne en face, tant pis, c'est qu'elle n'était pas bonne pour vous. Voilà, c'était pas la bonne famille pour vous. Donc prenez du temps.
pour ça. Au besoin, aussi poser des questions à d'autres éleveurs. Comment ils font pour choisir une bonne famille? Est-ce qu'il y a des signaux qui les alertent, que ce soit dans le comportement de la famille, que ce soit dans les réponses qu'on leur a données, que ce soit des comportements de la personne, pourquoi pas au niveau du paiement, j'en sais rien. Peut-être le fait que la personne ne réponde pas à tout, peut-être, je sais pas, des silences, j'en sais rien, ok? Bon. Ça, c'est très important. Le fait aussi, ben, je parlais de paiement, comment dire, qui vous demande à payer en 4 fois sans frais, comme un Carrefour, faites attention, d'accord? Voilà. Malheureusement, dans la plupart des cas, vous aurez des problèmes de paiement derrière. Ça veut dire que la personne elle va payer une fois, deux fois, trois fois, et puis vous allez rester avec vos yeux pour pleurer pour avoir les derniers paiements. Faites très 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 attention à ça. Beaucoup d'éleveurs, et quelle que soit la race, hein, beaucoup d'éleveurs exigent que le chiot ou le chaton, hein, ça peut être des chats, mais peu importe, là on parle de chiens, que le chiot soit entièrement payé avant de partir. Et ça, c'est une précaution qui n'est pas inutile, hein. Et dans ce cas-là, bah, de faire réserver vos chiots le plus tôt possible, à quelques jours, voire allez, une quinzaine de jours, et puis ensuite, ben, voir un peu comment la personne veut financer. Si elle veut payer en 3 fois, eh bien, ça veut dire qu'elle va donner un tiers. Admettons, à 15 jours, et puis un deuxième tiers, elle va le donner, allez, quand le chiot a 5 6 semaines, et puis le troisième tiers, eh bien, quand le chiot part dans sa nouvelle famille, quand la personne vient le chercher, ou quand vous, éventuellement, vous allez le livrer, eh bien, la personne vous donne ce troisième tiers, et au moins, c'est fait. Voilà, hein. Ne laissez pas des chèques se promener, hein. Il y a eu beaucoup de chèques impayés. Beaucoup. D'accord? Voilà. Donc voilà, c'est à peu près les grandes lignes de ce que j'avais à vous dire. Si on reprend, comment dire, la femelle, par exemple, que les questions que vous devez vous poser, surtout quand vous devez l'acquérir, cette femelle, pour une future reproduction, déjà, sachez que à 2 mois, personne ne pourra vous garantir quoi que ce soit. Ça, déjà, il faut que ce soit bien clair dans votre tête. N'essayez pas de demander des chiots, garantie repro, des choses comme ça. Même avec la bonne volonté, la meilleure volonté du monde, même en faisant payer le double, le triple ou n'importe quoi d'autre, du prix normal, hein, d'un chiot normal, entre guillemets, pour compagnie. De toute façon, personne n'a une baguette magique pour savoir ce que le chiot en question a dans le ventre et pour vous garantir quoi que ce soit. D'accord? Donc déjà, partez de ce principe-là que vous achetez, vous acquérez peut-être éventuellement une femelle, voilà, et puis vous la laissez grandir et vous verrez ce qui se passe. Ce qui est important, c'est surtout de connaître le standard. Je l'en ai parlé tout à l'heure. Il est évident qu'il y a un standard, même si le Pomsky n'est pas reconnu, il y a un standard, donc avec des caractéristiques qui sont relativement fixes, même d'un club à un autre, même d'un pays à un autre. Globalement parlant, il y a à peu près les mêmes caractéristiques, que ce soit au niveau de la tête, au niveau du corps, au niveau peut-être du port de queue, au niveau de la démarche, des tailles, etc., des couleurs. Voilà, globalement parlant, on est à peu près sur les mêmes caractéristiques. Donc, s'il y a des différences, c'est vraiment sur quelques détails, d'accord? Donc, apprenez le standard, quel que soit celui que vous allez trouver et qui correspond à celui que un club que vous allez trouver donc suit, hein, c'est celui qu'il suit. En tout cas, voyez le standard qu'il suit et voyez comment vous pourrez trouver votre prochaine femelle pour cette future activité éventuellement d'élevage. D'accord? Ensuite, évidemment, au niveau de la santé. Alors, quand on parle de la santé, n'oubliez pas qu'il y a les tests embarquent, voilà, que tout le monde connaît, où il y a beaucoup de maladies en fait qui sont testées, hein. Donc, ils pourront déjà vous donner une bonne avancée sur ce sur quoi vous pourrez ensuite tabler, hein, pour votre future alliance, c'est-à-dire la future alliance de votre femelle, hein, voilà, plus tard. Sachez que bon, il y a le test embarque, mais il y a aussi d'autres tests, hein, qui existent, d'autres laboratoires qui existent, qui sont en France ou à l'étranger. Il y en a. Ça, c'est suivant ce dont vous avez besoin, les choses, voilà, que vous connaissez ou voilà, qui vous font tilt, voilà, que vous avez envie de tester parce que ça correspond à vos convictions, hein, par rapport à ce que vous pensez être la bonne santé, hein, de votre futur chien ou de votre future chienne. Sachez qu'il y a des tests, évidemment, que vous ne pourrez pas demander à l'éleveur. C'est souvent beaucoup de tests physiques, hein, ça veut dire des tests cardiaques, par exemple, des tests de dysplasie, des tests éventuellement à la limite même de sang. Voilà, il y a des tests que vous ne pourrez faire qu'à l'âge adulte, les rotules aussi, hein, voilà. Ce sont des tests que vous ne pourrez faire qu'à l'âge adulte, et donc
évidemment, si vous devez demander quelque chose à l'éleveur, bah, éventuellement, c'est celui qui a été effectué sur les parents, hein, bien sûr. Alors, génétiquement parlant, bien sûr, ça ne pourra jamais vous donner à 100% ce que vous pourrez en attendre sur votre chien, mais voilà, si les parents ont vraiment, et les grands-parents et les arrière-grands-parents éventuellement, si ça a été testé, ont vraiment des niveaux très très élevés de comment dire de stades qui sont vraiment bien sains, qui sont voilà, qui sont bien. C'est vrai que vous multipliez les chances, bien sûr, d'avoir vous-même un chiot qui est bien. D'accord? Voilà. Encore une fois, sans garantie à 100%. Et même, il peut y avoir des déconvenues, hein. On est d'accord là-dessus. Voilà. La génétique étant ce qu'elle est, ne travaille pas que sur les parents. Donc forcément, on ne sait pas trop ce que les parents peuvent on va dire, promener, entre guillemets, sur des maladies ou des anomalies qui ne sont pas testables génétiquement parlant, hein, qui ne sont testables qu'à l'âge adulte, par des radios, par des examens, par des écho-Doppler, par tout ça, hein, voilà. Donc forcément, ben, vous travaillez à vue, hein, comme on dit, et les éleveurs en tant que tels travaillent à vue. Donc vous ne pourrez pas savoir, bien sûr, tant que le chien n'aura pas atteint facilement 12, 15 mois, en général, 12, 15 mois, voire 18, hein, voilà, pour savoir vraiment avoir le résultat que vous attendez. D'accord? Voilà. Ensuite, il y a évidemment le caractère. Surtout si c'est une femelle, n'oubliez pas que les femelles marquent beaucoup les caractères de leurs chiots, et pour une bonne et simple raison, c'est qu'elles les élèvent. Hein, voilà, donc c'est comme chez les humains hein, sur cette histoire. Attention, hein, je ne fais pas d'anthropomorphisme, mais il y a bien sûr le caractère qui est extrêmement important. Une chienne qui déjà est dès le départ trouillarde, agressive, je ne pense pas, et donc qui a peut-être vous l'achetez à 2, 3, 4 mois, qui a déjà ces penchants-là, c'est extrêmement rare, sauf si elle a eu un traumatisme et encore savoir lequel, d'accord, et donc elle tombe chez vous, ce que j'espère être dans un excellent foyer, il est probable qu'elle ne perdra jamais complètement on va dire, les souvenirs hein, de ce traumatisme, si traumatisme il y a. Et si c'est une tendance naturelle chez elle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien eu hein, de particulier, mais qu'elle a tendance à être agressive ou tendance à être extrêmement peureuse, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas choisir un chiot comme ça pour la reproduction, euh, voire même en tant que particulier, ça risque d'être très problématique. D'accord? Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas eu le choix, c'est-à-dire que vous avez décidé d'élever après coup, hein, on va dire ça comme ça, eh bien, on va dire que, bien sûr, vous allez faire en sorte que votre chienne, elle puisse avoir un tempérament meilleur avec vous. Excusez-moi. Et puis surtout, eh bien, de lui allier un mâle qui soit le plus stable possible, hein, non pas le contraire de ce qu'elle est, hein, donc genre exubérant, etc., mais surtout extrêmement stable, hein, donc ni peureux, ni agressif, amical, sans être non plus, encore une fois, aller faire bisous bisous à tout le monde, hein, voilà, pas forcément en tout cas, voilà. C'est pas forcément ce que vous devez rechercher, mais en tout cas, vous devez rechercher la stabilité. Maintenant, il faut savoir qu'une chienne, quand elle est bien quelque part, même si elle a tendance à être peureuse ou coquesse, si elle est à l'aise, donc chez vous, qu'elle est dans un endroit où elle se sent bien, eh bien, très, très, très souvent, puisque moi, je l'ai eu avec une chienne berger blanc suisse, qui était très craintive à l'extérieur, mais quand elle était à la maison, elle était très bien. Voilà, elle était tranquille, elle était chez elle, elle ne craignait rien. Et en fait, c'est vrai que les deux portées qu'on a eues avec elle, eh bien, tous les chiots étaient extra bien dans leur tête. Et c'est ce qui risque d'arriver. Voilà. Ça veut dire que si effectivement vous faites en sorte que les chiots, que la chienne soit bien, déjà. Donc, elle élève ses chiots dans une bonne sérénité, hein, on va dire ça comme ça. Et que vous-même, ensuite, vous preniez en main assez rapidement l'éducation entre guillemets à partir du sevrage hein, de trois semaines à peu près 3, 4 semaines jusqu'à ce qu'ils partent eh bien on va dire que vous allez éviter pour beaucoup la déviance hein, qu'ils auraient pu avoir si vous aviez laissé les choses comme ça. Attention au niveau du caractère il y a une bonne part génétique aussi hein. Ça par contre vous ne pourrez rien y faire, ça veut dire que vous ne pourrez que corriger ce qui est déjà là hein, éventuellement. Et encore pas tout hein, encore une fois. Donc ce que je vous conseille de faire bien sûr c'est de choisir une chienne qui a le caractère, le tempérament le plus stable possible. Hein, voilà, une chienne qui est avenante, gentille, qui est d'un caractère jovial, qui est joueur, qui est complice avec vous, qui à l'écoute, voilà, franchement, un chien de famille, un chien, voilà, comme on les aime, hein, voilà, dans la vie quotidienne.
Ensuite, évidemment, il faut comprendre, et ça, c'est les éleveurs qui pourront vous le dire, comprendre justement le comportement de la chienne pendant son cycle de reproduction. Il y a beaucoup de chiennes qui changent de caractère, et surtout par rapport à leurs congénères, leurs congénères femelles, bien sûr. Elles, dès qu'elles sont en chaleur déjà, commencent à te piquer un petit peu au vif, hein, d'accord, voilà, les hormones, elles ont les hormones qui travaillent, hein, tout simplement, voilà, et il peut commencer à y avoir un peu de friction avec d'autres femelles. Je vous conseille évidemment de ne pas laisser faire, puisque quand je dis pas laisser faire, c'est pas les brutaliser, bien sûr, mais de ne pas laisser faire, parce que évidemment, si vous voyez des chiennes qui se battent, voilà, parce que les hormones commencent à travailler, il y a des chances pour qu'elles continuent à le faire, même après les chaleurs, même après une portée, sans qu'il y ait forcément de raison, hein. Donc après, c'est très, très, très compliqué à gérer. Donc évidemment, il y a des différences de comportement quand elles sont comment dire? Donc je vais effacer mon écran. Voilà. Voilà. Il y a des comportements qui existent aussi quand elles sont saillies, bien sûr, et à plus forte raison quand elles sont pleines, quand elles sont gestantes. Ben, là aussi, entre les hormones, entre le fait que à l'intérieur ça bouge, et surtout les primipares, donc celles qui n'ont jamais eu de chiot avant. Bien sûr, elles ne, c'est pas qu'elles ne comprennent pas ce qui leur arrive, mais voilà, ça bouge à l'intérieur, ça bouge dans la tête. Il y en a qui prennent de la maturité à ce moment-là, oui, oui, au niveau caractère, donc elles se rendent compte que elles commencent à avoir du poids, que ce soit du poids vraiment ou du poids au niveau carafon, voilà, elles voient en fait les autres qui s'effacent peut-être un petit peu, voilà, en face d'elles, donc voilà, elles prennent de l'assurance, voilà. Et à plus forte raison quand elles ont leur chiot, les chiennes sont des très bonnes, les chiennes sont souvent des très bonnes mères, Ponsky, et défendre leurs chiots, hein. Donc, c'est là aussi qu'elles prennent de l'assurance et comme je dis souvent, elles prennent du plomb dans la tête, hein. Voilà. Donc méfiez-vous quand même par rapport à, comment dire, au comportement vis-à-vis des congénères. Faites attention aussi si vous avez des, comment dire, des propriétés qui ne sont pas clôturées. N'oubliez pas que très souvent, contrairement à ce qu'on croit, ce sont les femelles, quand elles sont en chaleur, qui vont chercher le mâle. Hein. Et pas souvent l'inverse, d'accord? Voilà. Le mâle, lui, passe à côté. Oh, tiens, il y a une femelle en chaleur pas loin. Ok, je vais rester là, d'accord. Mais très, très, très souvent, ce sont les femelles qui s'en vont, ok? Donc, faites très attention quand elles sont en chaleur, de bien les surveiller, et surtout si votre terrain n'est pas clôturé. Déjà d'une, parce qu'elle peut sauver, mais aussi parce que évidemment les odeurs peuvent attirer les mâles des environs et finalement déjà de faire le pied de grue à côté de chez vous, mais surtout de faire un trou dans la clôture et de saillir votre chienne déjà peut-être sans que vous n'en aperceviez, mais aussi peut-être après que vous ayez payé une saillie à prix d'or avec un mâle que vous aurez minutieusement choisi et que l'autre il arrive par derrière et qui vous fait et surtout, tant qu'à faire, si c'est pas un pomski, bien sûr. Et donc, vous faire des jolis petits bâtards, voilà, derrière. Voilà. Donc, faites très, très, très attention. OK? Non. Ensuite, quand on veut faire saillir une chienne, bien sûr, il faut trouver le bon mâle. J'en parlais tout à l'heure. Vous pouvez très bien, si vous n'en avez pas des mâles, il va falloir trouver un mâle qui soit compatible avec votre femelle. Et comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas à chercher un mâle qui soit le contraire de votre femelle. Si votre femelle a des défauts de standard, de caractère, etc., vous n'allez pas chercher le contraire de ce qu'elle est. Vous allez chercher un mâle qui est le plus près du standard, c'est-à-dire celui qui se rapproche le plus près des caractéristiques demandées par ce standard, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan du caractère, voire évidemment sur le plan de la santé, qui n'a rien à voir avec le standard, mais évidemment compatible sur ce plan-là. Et si, bien sûr, ce mâle correspond à celui que vous avez chez vous, parce que vous l'avez acquis, tant mieux. Mais si vous voyez que finalement, par rapport à ce que vous avez, et surtout par rapport à des tests de santé que vous aurez fait plus tard sur votre femelle, et que vous avez des résultats qui sont pas forcément très encourageants, qui sont pas graves, mais qui sont pas forcément très encourageants, et que malheureusement le mâle que vous avez est aussi par exemple, a les mêmes défauts sur le plan santé, entre guillemets, n'allez pas mettre les deux ensemble pour concentrer ces problèmes. Donc ça, par contre, c'est la pire des choses à faire, puisque contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce qu'on a un chien, par exemple, une chienne qui est au stade B au niveau dysplasie, B comme Bernard, voilà, et un mâle qui est stade B, que forcément tous les chiots vont être A ou B. Non, vous pouvez avoir des stades E, C, D,
Voilà. Donc des chiots qui sont plus graves, atteints de façon plus grave au niveau dysplasie que leurs parents. Moi, j'ai eu ça. Pareil, avec une femelle berger blanc suisse. C'est une femelle qui était au stade C, donc au stade intermédiaire, et le mâle était vraiment AA aux deux hanches. J'ai eu, dans la dernière portée que j'avais gardée, j'avais gardé deux chiots, un mâle et une femelle, et à un an, j'ai fait les radios un an, 15 mois, hein, je me souviens plus, parce que c'était dans les années 2000, début des années 2000. Et en fait, bah, les chiots étaient atteints au dernier stade. C'était atteint au stade E. Et je l'aurais même pas vu, parce que tellement les chiens étaient joueurs, tellement il n'y avait aucune boiterie, absolument rien. Donc ça, c'est vraiment hyper important à comprendre que en ayant des stades qui sont peut-être intermédiaires, qui sont peut-être pas graves, vous pouvez obtenir des stades plus graves sur les chiots que ce que vous avez au niveau des parents ou que ce que vous avez sur un des parents, peu importe. Mais en tout cas, faire extrêmement attention à ça. D'accord? Bon. Ensuite, n'oubliez pas qu'une saillie ne fonctionne pas toujours. D'accord? Vous pouvez très bien avoir des chiots qui ne viennent pas, hein. La chienne reste vide, comme on dit, donc elle n'est pas gestante. Il peut y avoir 3 milliards de raisons pour ça. Ça peut être un problème véto, ça peut être un problème, comment dire, un problème, merde, comment est-ce qu'on dit? Au niveau tempérament. C'est-à-dire, il y a des chiennes qui se bloquent, hein, quand elles sont, par exemple, très soumises à d'autres femelles ou à une autre femelle qui est dans le cheptel, au foyer, et donc elle se bloque. Voilà. Donc sur le plan hormonal, pouf, sur le plan du cerveau, il ne se passe plus rien. Voilà. Il y en a aussi certaines qui arrêtent leur chaleur. Moi, j'ai eu ça sur une petite Shetland. Je l'avais envoyée à l'époque. Donc, je l'avais envoyée par le train. Donc, à l'époque, c'était possible, hein. On parle des débuts des années 90, hein, d'accord. Chez le propriétaire du mâle, et la chienne a arrêté ses chaleurs. Voilà. Donc, elle a été saillie, elle est restée vide, mais même au niveau de l'insémination, ils avaient du mal à rentrer la sonde tellement bah, elle n'était pas prête du tout. Voilà. Elle s'est arrêtée en cours de route. Et quand j'y suis retournée, moi, 6 mois après, je suis allée avec elle, eh bien, j'ai vu tout de suite qu'elle était beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Il peut y avoir aussi un décès des chiots, enfin un décès des chiots, un avortement spontané, hein, voilà, c'est-à-dire que bah, la chienne arrête sa gestation en cours de route et donc bah, forcément portée pas viable, hein, donc elle avorte. Il n'y a pas de chiot, hein, voilà. Il peut y avoir évidemment le décès des chiots après coup, hein, après la naissance, donc soit des morts-nés déjà, soit des chiots qui meurent à 2, 3 jours. Là aussi, on peut avoir des suspicions, hein, de maladies contagieuses, hein, voilà. Soit que la chienne avait déjà, donc qu'elle avait en elle, voilà, et qu'elle a donné à ses chiots après, soit qu'elle a été contaminée à un moment donné ou à un autre, voilà, sans savoir. Après, il faut remonter les pistes, hein, savoir ce qui s'est passé. Mais voilà, ça peut être ça. Bon, après, il n'y a pas forcément une raison contagieuse, hein, attention, hein, il peut y avoir d'autres raisons. Ok. Ça peut être des malformations internes, par exemple, qui font que bah, les chiots, ils paraissent bien, hein, puis tout d'un coup, au bout de 3 jours, ils meurent. Il peut y avoir une malformation interne sur le plan intestinal, sur le plan cardiaque, sur le plan pulmonaire, sur le plan ce que vous voulez, et qui fait bah, les chiots meurent parce qu'ils sont pas viables, tout simplement. Voilà. Ok. Alors qu'ils semblaient aller très bien, hein, voilà. Ensuite, évidemment, les ventes sont pas toujours faciles, hein. Je l'ai abordé tout à l'heure. J'ai abordé tout à l'heure le problème des familles. Eh bien, il y a aussi le problème des ventes qui ne se font pas. Et donc, forcément, eh bien, vous pouvez avoir des chiots sur les bras, hein, pendant plusieurs semaines supplémentaires, voire plusieurs mois. Donc, évidemment, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de les faire réserver le plus tôt possible, hein, de mettre des annonces, de mettre aussi ben, d'animer, hein, vos réseaux sociaux le plus tôt possible, de pas attendre que les shows aient 6, 7 semaines pour les faire réserver, pour les montrer, pour ci, pour ça. Surtout, parlez-en, parlez des parents, parlez de vos chiens, si vous en avez plusieurs, parlez de vos convictions, parlez de ce qui vous anime. Ça intéresse beaucoup les gens. Voilà, hein, n'oubliez pas que les gens achètent non plus un chien aujourd'hui, ils achètent un projet de vie. Ça veut dire que pour eux, le chien va transformer quelque chose dans leur vie. D'ailleurs, pour ceux qui élèvent des chiens, vous avez souvent des gens qui reviennent vous voir. Ça peut être au bout de quelques jours, ça peut être au bout de quelques semaines, quelques mois, et qui vous disent un truc du style. Ah là là, vous ne vous rendez pas compte à quel point, oh là là, c'est super bien. Mon enfant a fait ci, a fait ça depuis l'arrivée du chien. Mon autre chien ou mon chat s'est comporté de telle ou telle manière depuis que le chien est arrivé. Moi-même, je me suis mis au sport depuis que le chien est arrivé. Il me manquait plus que ça, justement, ça m'a motivé. Voilà, la maison est plus gaie depuis que le chien est là, etc. Voilà, enfin voilà, il peut y avoir X raisons, mais très souvent, il y a une transformation de la vie des gens.
Donc, tenez compte de ça et n'oubliez pas que vous vendez 98 à 100% de vos chiots à des particuliers. Donc, remettez-vous à la place du particulier. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui est important pour lui? Qu'est-ce qui fait qu'il vient chez vous et pas chez le voisin? D'accord? Voilà. Quand je dis le voisin, il peut être à 800 kilomètres. Bien sûr. OK? Bon. Donc, voilà, c'est tout un tas de choses auxquelles il faut penser. Vous voyez bien que voilà, c'est pas le tout d'avoir des chiots, hein. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui, comment dire, qui se, qui se greffe hein, dessus. Donc, en tout cas, nous sommes là, l'Alliance des Amis du Pomsky, pour vous aider au quotidien. Donc, vous pouvez trouver comment dire, tout ce qu'on donne comme information sur notre groupe Facebook qui s'appelle Pomsky d'ici et d'ailleurs. Voilà, où je vous amène en tout cas, devenir membre. Voilà. Et nous avons évidemment créé notre club. Nous avons un lien numérique, digital, voilà, qui vous permet de d'adhérer directement, voilà, en cliquant en remplissant le formulaire, voilà, cherchez le mot, et en fait de pouvoir nous soutenir dans nos actions, puisque évidemment un club n'est rien sans ses adhérents, et surtout bah, la cerise sur le gâteau, eh bien l'année 2025, en l'honneur de notre création, elle est gratuite, donc elle est offerte, donc n'hésitez pas à comment dire à informer tous les passionnés de Bamski que vous connaissez sur évidemment notre club et le fait que ce soit une adhésion qui est offerte, ça peut vous permettre, et c'est même souvent ça, de nous découvrir, de voir qu'est-ce qu'on fait, et même si l'adhésion est offerte, eh bien sachez que vous aurez quand même des réductions sur les prix des engagements. D'ailleurs, tiens, j'allais vous en parler sur le prix des engagements, sur le prix d'objets, parce que nous allons aussi vendre des petites choses qui vont vous faire plaisir, voilà. Sur aussi, nous allons avoir des partenariats avec des prestataires. Donc, en tant que membre du club, eh bien, vous aurez des réductions. Voilà. Ça peut être des prestataires sur l'alimentation, sur ce que vous voulez. Voilà. Des vêtements, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, voilà, sur notre boutique en ligne, donc qui va être créée dans pas longtemps. Voilà. Donc, vous aurez pas mal de réductions, bien que cette année, l'adhésion soit offerte. Donc, profitez-en. Ça sera tout bénef pour vous puisque non seulement vous n'aurez pas payé votre adhésion, mais en plus vous aurez des réductions. Donc ça peut être très très sympa. Alors, au niveau des expos, nous allons organiser une exposition normalement le 1er juin à côté de Béziers, tout près. Donc dans le 34 hein, en fait voilà c'est vraiment une exposition qui va être dans un cadre absolument magnifique. On attend de vous créer une jolie affiche pour justement vous donner plus de détails, mais en tout cas retenez la date 1er juin donc à côté de Béziers. Voilà, on vous donnera toutes les informations nécessaires sur le lieu exact, sur les formalités pour engager vos chiens. Sachez que vous pourrez engager vos chiens dès l'âge de 3 mois. Donc, si vous avez des bébés qui sont nés là, peut-être en février, ben voilà, hein, pensez-y, hein, ça peut être ça. Ensuite, nous avons une autre exposition qui est prévue dans le 07, donc plutôt dans le 42, puisque c'est vraiment limite avec l'Ardèche. Donc, le 13 juillet, donc le 12 ou 13 juillet, on n'est pas encore tout à fait fixé. Et là aussi, donc c'est une exposition donc spéciale Pomsky organisée par notre club. Donc, si vous avez envie, n'oubliez pas que c'est le week-end du 14, donc si vous avez envie de passer 2, 3 jours dans la région, c'est magnifique. J'ai reçu des photos, des vidéos, c'est vraiment superbe. Donc profitez de passer dans cette région extrêmement touristique où vous pourrez vraiment découvrir la région et profiter justement de ça pour venir nous voir et engager votre chien, l'exposer et avoir un avis. Hein, puisque, comme je le dis souvent, comment dire, les expositions, les compétitions, quelles qu'elles soient, ne sont pas ouvertes que aux éleveurs. Et je dirais même que plus il y aura de particuliers, mieux ce sera, puisque finalement, ce sont vous, les particuliers, qui nous faites connaître justement euh, ce que vous avez, le cheptel que vous avez, quelles est les couleurs peut-être, les tailles, les tempéraments, la santé, etc. Donc, qui nous mettons au courant, vous nous mettez au courant en fait de ce qui se passe chez vous
de ce qui vous arrive en bien ou en mal. Faut pas hésiter justement hein, à nous informer des choses, à participer justement à notre groupe Pomski d'ici et d'ailleurs. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à comment dire à commenter, à participer. Vous êtes vraiment vraiment tous les bienvenus. Aucune question n'est bête, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de choses à savoir sur le Pomski. N'oubliez pas on démarre vraiment quoi. Le chien, le Pomsky, il a une vingtaine d'années, hein, voilà. Donc forcément, il y a tout à faire et on ne peut rien faire sans vous, les particuliers. On ne peut rien faire. Imaginez que sans vous, les éleveurs seraient obligés de garder toute leur production pour l'étudier, pour tout ça, c'est impossible, quoi, d'accord? Mais par contre, bien sûr, ils ne peuvent pas toujours vous mettre le couteau sur la gorge pour vous dire, ben, venez, donnez des nouvelles, dites-nous qu'est-ce qui se passe, machin, quelle taille fait votre chien, etc. Donc, euh, informez l'éleveur de votre chien de sa croissance, voilà, c'est pas forcément pour donner une mauvaise nouvelle, au contraire, voilà, expliquez, voilà, et puis surtout posez-lui des questions, c'est qu'il est quand même là pour ça, d'accord? Mais voilà, mais surtout venez à nos manifestations. Euh, Si vous avez envie de faire travailler votre chien, si vous avez envie de faire une activité avec lui. Alors, on a découvert des choses. Donc, les truffes, par exemple, la recherche en truffes. Voilà, on a découvert des chiens qui sont doués en recherche des truffes. L'agility, on n'en parle même pas. Hein, ça va être le number one après le Shetland voilà, en agility. Il va y avoir aussi bah, toutes des activités qui sont un petit peu plus douces, mais qui sont super. Donc, comme le hooper, le flyball, le nosework. Le nosework, c'est en français le travail au flair, c'est du pistage. Donc, c'est du pistage. Voilà, c'est comme voilà, on appelait le pistage pour les chiens de défense hein, dans le temps. Voilà, mais enfin, qui existe toujours aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, voilà, on appelle ça comme ça. Et en fait, c'est juste de faire travailler le nez du chien, donc son odorat, et de lui faire découvrir comment dire, des objets, hein, grâce à son flair, voilà, d'où le travail au flair, nosework. Voilà. Il y a aussi l'obéissance pure et simple, hein, si vous avez envie d'avoir un chien qui au carré, au millimètre près, voilà, qui obéit, etc. Mais toujours dans le jeu, hein, voilà, c'est extraordinaire. Voilà, il y a tellement de choses que vous pourrez faire avec votre chien. Donc, n'hésitez pas à contacter des clubs d'éducation qui seraient près de chez vous. Voilà. Voilà. Il y a aussi des clubs qui sont spécialisés hein, dans une activité. Quand je parlais tout à l'heure de pistage, quand je parlais de truffes tout à l'heure, voilà, de hooper même, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Mais il peut y avoir d'autres choses. Nosework aussi, c'est pas encore trop répandu. Donc, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à vous informer. Voilà. Dès que vous avez vous avez un grand ami hein, qui s'appelle Google. Voilà. Ou aller sur les groupes Facebook, hein, tapez le nom de l'activité, voyez un peu ce qui sort. S'il y a des groupes qui parlent de l'activité en question, eh bien mettez-vous dedans et puis posez des questions, regardez, même si c'est pas des pommes-ski, on s'en fout, hein. Voilà, ben, vous apprenez à connaître l'activité en question, qu'est-ce qu'il faut comme accessoire, où est-ce que vous pouvez le faire dans votre région, est-ce qu'il y a des compétitions après derrière, est-ce que tiens aussi voilà, je viens d'y penser parce que voilà Estelle Polski, elle se reconnaîtra. Elle fait de la recherche en décombres avec son Pomsky, alors que cette activité, qui est en général normalement un métier, hein, voilà, vraiment qui est réservé très souvent à des chiens qui font partie soit de tout ce qui est sauvetage, soit tout ce qui est police, soit tout ce qui est recherche en lui-même, donc la recherche utilitaire par exemple aussi, qui est souvent, voire même presque exclusivement de la recherche d'humains, hein, voilà. Donc toujours par l'odorat, hein, bien sûr. Le man training aussi, qui commence à être bien développé sur des races hein, autres. Ça y est, ça commence à être couru. Enfin, ça commence à être connu plutôt. Il y a des clubs qui s'y mettent, hein, voilà. Donc parce qu'il commence à y avoir de la demande. Donc voilà, n'hésitez pas. Je veux dire, vous pouvez faire vraiment plein d'activités avec votre chien. N'oubliez pas que c'est un pomsky, c'est comme un croisé de ski hein, à la base. Le ski étant un chien de travail hein, à la base. Donc, il n'est pas impossible que vous ayez un chien qui soit demandeur, que vous ayez l'impression que votre chien s'ennuie, peut-être qu'il détruit hein, par ennui, peut-être qu'il vous sollicite tout le temps. Hein, voilà, c'est probablement le signe qu'il a envie de faire des choses avec vous. Donc, n'hésitez pas, voilà, renseignez-vous un petit peu, testez-le un petit peu sur des choses. Hein, voilà, c'est pas forcément sur une activité, testez-le et puis vous allez peut-être découvrir comment dire, des affinités, des compétences pratiquement, oui, c'est ça, de votre chien sur une ou plusieurs activités, et vous allez être vraiment ébahi, quoi. Je suis sûre que c'est un chien qui va montrer des qualités sportives absolument extraordinaires, vraiment. Voilà. Donc, eh bien, écoutez.
J'espère que ce petit live vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, d'autres questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Et puis de toute façon, ce petit live a un replay. Donc de toute façon, vous inquiétez pas, vous pourrez répondre soit sous la vidéo, soit comment dire en commentaire. Sous le post hein, que je vais faire avec le replay. Voilà, n'hésitez pas à partager surtout ce replay puisqu'il y a beaucoup de gens qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas pu être là, ou qui ne s'étaient pas inscrits parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas être là. Donc là, ben voilà, partagez un maximum. Vous pourrez quand même, il y a quand même beaucoup, je vous ai donné beaucoup de conseils à ceux qui veulent être donc éleveurs ou qui le sont déjà et qui n'ont pas tout prévu, voilà, dans l'élevage du pomsky. Il y a aussi ce côté, évidemment, puisque je parlais activité, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est pas parce que vous allez démarrer un élevage ou que vous faites de l'élevage que vous pouvez pas faire d'activité avec votre chien. N'oubliez pas que les activités, c'est quelque chose qui soit fait ressortir un côté du caractère, soit aide à canaliser ce caractère dans le bon sens du terme, bien sûr, et donc avoir des chiens beaucoup plus posés, hein, voilà. Et sans compter que évidemment, on va créer un test de comportement auquel vous pourrez participer et qui pourra vous montrer un petit peu la sociabilité de votre chien dans certaines circonstances qui sont des circonstances de la vie quotidienne, bien sûr. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très très bientôt.